on va pouvoir gérer ça. Ok. Ok? C'est une parenthèse. Donc, mon colonel, tu as Sidibé Samba, avec qui on est parti en opération Dignité. Mon colonel, tu te rappelles, non? Allô? Oui, oui. Oui, oui. Et c'est lui qui commandait la première compagnie commando de la garde républicaine. Je te rappelle très bien. Tu es bloqué, hein? Tu es bloqué, comme si ton live, le Ouais, live ben a... je ne peux pas couper le live parce que c'est... Tu as raison, mais je ne peux pas couper le live. Là, nous sommes à 1500 personnes. Je vais couper pour que les gens se reconnaissent, ça va prendre du temps. Donc, je préfère continuer avec ça. C'est tapoter, s'il vous plaît, tapoter, je suis bloqué. Mais je sais que vous m'entendez. Tapotez, mettez le cœur, invitez vos amis. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un général qui doit monter. Il y a un général qui doit monter. Tapotez, s'il vous plaît, mettez le cœur, invitez vos amis pour qu'ils soient débloqués. Tapotez, mettez le cœur, ça commence à bégayer. Tapotez, mettez le cœur, invitez vos amis. Tapoter, écrivez Good Life pour que ça Voilà. passe. Tapotez, mettez le cœur, invitez vos amis. Good life, Pendant ce good temps, life. je vais passer la parole à... Je vais passer la parole à... Comment il s'appelle là? Vegasus, tu as la parole, hein? Vegasus, tu as la parole. Ouvre ton micro, Vega, tu as la parole. C'est moi? Ouais, c'est toi, ouvre ton micro, tu as la parole, oui, c'est Ah, ok, toi. ok, ok, ok. Bon, comme là, on a des officiers supérieurs qui sont sur le panel, en tout cas, merci beaucoup pour votre service. Et puis, hommage à tous ceux qui sont tombés. Moi, j'avais des questions, en fait, par rapport après la crise. On a vu des images d'armements qui étaient au sous-sol du palais, là. Dernièrement, j'avais commencé à écouter encore un témoignage du général Philippe Mongou à la CPI, où il disait que l'armée n'avait pas suffisamment d'armes, n'avait pas suffisamment de munitions à cause de tout ce qui s'est passé depuis 2002. Donc j'ai deux questions. Est-ce que c'est vrai? Ensuite, si c'est vrai, pourquoi les armes qui étaient au palais n'ont pas été distribuées à ceux qui se battaient? Et j'ai une dernière question aussi. Est-ce que, selon vous, vu les contextes de la crise où il n'y avait pas assez d'armes pour se battre, l'armée les FDS, on va dire, qui se battaient contre les FSI qui étaient soutenus par l'ONU et tout. Est-ce que ça n'aurait pas été judicieux de ne pas se battre et de laisser les politiques gérer les affaires entre eux? Donc, c'est trois questions. La première question, pourquoi les armes au sous-sol? Est-ce que d'abord l'armée était sous-équipée? Ensuite, pourquoi les armes au sous-sol du palais n'ont pas été distribuées à tous les éléments? Et en troisième lieu, la dernière question, vu les circonstances dans lesquelles l'armée était, est-ce que il n'aurait pas été judicieux que personne ne se batte et qu'on laisse les politiques gérer les affaires entre eux? D'accord. Je vais passer la parole au colonel Dagourou Lula. Dagourou, bon bien, tu as la parole, hein, si tu peux répondre à ça. D'accord. Voilà, Sa première question, colonel. c'était... Il dit que Mangou dit qu'il n'y avait pas d'armes dans les casernes, en fait. Non, est-ce ça que c'est l'armée pas... était sous-équipée? L'armée Sur n'était pas l'armée. sous-équipée. Je réponds à cette question de manière simple. L'armée n'était pas sous-équipée. Vu ce que le colonel disait tout à l'heure, j'estime qu'on avait déjà des vendus qui avaient une vision. Et ils sont restés dans la logique de leur vision. Tu comprends? Donc il fallait... Aujourd'hui, il s'est retrouvé à la haine. Et lui, son moyen de défense, c'était de dire aux gens qu'on n'était pas armés. Sinon, le minimum d'armement qu'on avait, on pouvait défendre les institutions de la République, ne serait-ce que cette période-là. Selon moi. La seconde question, c'était laquelle? On a retrouvé des armes au sous-sol du palais. Pourquoi ces armes n'ont pas été distribuées à tous les éléments qui se battaient? Non, ça c'est le reste des armes qui ont été distribuées, qu'ils ont fait découvrir aux gens. Ça répond à ta préoccupation? Oui, ça répond, ça répond. Ok, donc c'est le reste, parfait. Et la troisième question? La troisième question,
Donc, ça partait du postulat que l'armée était sous-équipée. Mais comme on dit que c'était pas le cas, donc je crois que la dernière question Ben voilà. n'a plus En sens. fait, À ce moment-là, après l'embargo des armes sur nous, ce qu'on a découvert, je pense que c'était vraiment pas le fondement de ce qu'on attendait. C'est pour dire quoi? On est en crise. Quand on est fautif, c'est-à-dire quand on te prend en dessous ou bien en dessin, tu te dis, ok, c'est ce qu'ils ont trouvé sur eux. C'est comme vous allez prendre des braqueurs sur un terrain. Quand vous les attrapez là, l'armement que vous trouvez là, c'est ce que vous montrez, n'est-ce pas? oui, je Voilà. Vous comprends. dites c'est ce qu'ils avaient. Mais quand on va fouiller dans leur résidence, on trouve plus d'armement. Voilà. Donc le colonel est là, il peut renchérir. Oui, bon, j'ai posé quand même ma dernière question, je vais la reformuler. Compte tenu que c'était un problème politique, parce que moi, après, avec du recul, quand j'ai réfléchi, je vois que, en fait, l'armée était divisée parce qu'il y avait certains qui soutenaient Ouattara, d'autres qui soutenaient Laurent Gbagbo. Donc, c'est deux camps qui sont à l'intérieur même de l'armée régulière. Est-ce que ça aurait pas été judicieux, avec du recul, de laisser les politiques régler l'affaire? Comme ça, on n'aurait pas eu toutes ces pertes en vie humaine. Mais, alors, ce que je vais te dire là-dessus, c'est que c'est des problèmes qui sont liés. On ne pouvait pas résoudre l'un sans laisser l'autre. Ok? Sur le terrain, il était question d'avoir le maximum de son côté. Parce que quand l'autre se dit, c'est là pour dire j'ai la RTI à mes côtés. C'est là pour dire j'ai l'armée à mes côtés. Mais l'armée et la RTI là, réagissaient sur le terrain. Parce que la RTI devait diffuser. Et l'armée devait prouver qu'il pouvait prendre position. Donc c'est des problèmes qui sont liés. Pendant que vous êtes en train de discuter, je discute avec toi d'un fait. Et toi, tes hommes sont à la télévision en train de propager des informations. Ça sous-entend que pendant que je suis en train de discuter avec toi, tu as le monopole de la communication. Tu as le monopole de l'armée. Tu as le monopole des villes, des communes. Donc pendant que nous discutons là, tu es plus avantageux que moi. Oui ou non? Oui, oui, c'est logique, oui. Voilà, pendant que nous sommes en train de discuter d'un fait, je dis bon, je veux que nous discutons politique. Pendant que nous discutons, tu as la télévision, tu as l'armée, tu as toutes les communes. Je discute de toi parce que tu es avantageux. On n'a pas de débat. Et moi, ça va faire sortir en moi une certaine arrogance. Et donc, voilà le volet politique. Donc, on ne pouvait pas éteindre l'un sans l'autre. Pendant que nous sommes en train de discuter politique, dans la rue, tu as l'armée. Pendant que nous discutions, tu as pris Aboubo, tu as pris Yopougon. Mais quelle est ma position de force pour négocier avec toi? Parce qu'en discussion, c'est une négociation. Soit tu as le dessus, soit j'ai le dessous. N'est-ce pas? Mais pendant que nous sommes en train de discuter, tu as les villes en main. Tu as tout en main. Donc, il n'y a pas d'engagement. Or, quand on veut faire un débat politique, on éteint les débats de la rue. Parce que moi, Gbagbo, je t'ai fait comprendre que j'ai l'armée, j'ai les communes. Et puis, je t'appelle à une table de négociation parce que j'ai une force. Maintenant, on négocie dans le cas où tu es en train de détruire ma force. Mais pendant que je suis en train de te dire cela, mon armée m'a déjà trahi. Il n'y a plus de débat. On ne peut plus aller à une table de négociation, bien une table politique. Voilà ce que je veux faire comprendre. Merci, mon colonel, là, il peut renchérir. Hein. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Sinon, merci. Je pense que tu as carrément dit le maximum. Regardons un peu ce qui est arrivé en Syrie avec Bachar al-Assad. Ses commandants tous avaient déjà trahi. Donc, il n'y avait plus lieu de faire le combat. C'est relativement... Hein, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Donc, toutes les dés étaient déjà pipées. Quand Chérif Ousmane, en 2002, il a dit, nous avons pris les armes pour que tout le monde soit candidat. Chérif Ousmane, à la base, il était sergent au premier BCP, d'abord qui était avant FIRPA, qui après premier BCP, qui a dit force d'intervention rapide paracommando. Il avait comme chef de section l'adjudant, comment il s'appelle là, Bokayapi. Il y avait Bokayapi. Donc il y avait tout cela, il y avait des choses où le politique et les militaires ils étaient liés, ils étaient indissociables. Sinon, à la base, on dit l'armée c'est la grande muette. Mais lorsque l'armée est infiltrée par la politique, ça devient automatiquement une rébellion. Voilà. Donc c'est ce que aussi le colonel Dabroul a dit tout à l'heure, c'est dans la même veine. Merci. Ok, mais mon colonel, alors mon colonel Gladion, Je suis là, hein. il y a combien d'officiers supérieurs qui ont été tués depuis 2002 jusqu'à ce jour?
Bon, de 2002 jusqu'à quand? Jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Regarde, 2025 là. Ouais, jusqu'en 2025. Côté Waouh, loyaliste. waouh. Je n'ai pas la liste exhaustive, mais il y en a assez, hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Ouais, je n'ai pas D'accord, les... d'accord. Ok. Mais moi, ma préoccupation, mais en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi tout se traite dans l'armée, pourquoi 80% des officiers ont trahi Gbagbo? Est-ce Gbagbo qu'ils n'aimaient pas ou bien ils avaient besoin d'argent? Je te l'ai dit tout à l'heure, ils étaient animés par un esprit de cupidité. Ils étaient animés par un esprit de cupidité. Je donne un exemple. Il y a des officiers sur la ligne de front qui encourageaient, qui maintenaient les troupes avec eux-mêmes leurs propres fonds. Avec eux-mêmes leurs propres fonds. Et quand quand on appelait hauts lecteurs, quand les hauts lecteurs venaient, c'est comme ça ils récupéraient. Ok, mon colonel, motion, s'il te plaît, motion, motion. Ouais, la classe, ouvre ton micro, tu as la motion. Hein. La classe, ouvre ton micro, tu as la motion. La classe, ouvre ton micro, tu as la motion. Allô? Ok, merci, merci. J'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Merci beaucoup. C'était pour revenir aussi sur la question là. Comme il y a deux Oscars aussi qui sont là. D'accord. Mon colonel, moi, ma question, sinon, parce que ma question c'est quoi? Je me suis dit, c'est parce que, au fait, depuis l'EFA, vous êtes tous au service de la France, de l'Élysée. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'officiers qui ont rallié. Parce que c'est le général Doué Mathias qui est en exil en France. Excuse-moi, je vais te dire. S'il n'y a que ceux qui ont fait Saint-Cyr, ah oui, il faut bien signifier, pas les pas, mais ceux qui ont fait Saint-Cyr. Pas seulement, parce que c'est pas tout le monde qui a fait Saint-Cyr. Il faut dire ceux qui ont fait Saint-Cyr, mais c'est le lieu aussi de rappeler que le général Doboblé a été major de sa promotion à Saint-Cyr, mais il n'a pas trahi. Par contre, le général Guy Robert a fait Saint-Cyr. Il y a eu plein de généraux comme ça qui ont fait Saint-Cyr. Et le général Doué. Le général Doué. Doué, lui, il a fait aussi Saint-Cyr. Mais c'est par son canal. C'est par son canal que beaucoup d'officiers ont rallié parce qu'il était au Golfe. Non, le fait d'avoir fait Saint-Cyr ne fait pas de toi à la solde de l'armée française. Attends, est-ce que Doué était au Golfe? Il était au Golfe. Il était au Golfe, il s'est retrouvé au Golfe. Le général Doué Mathias était au Golfe. La classe, il était au Golfe. Aïe. Doué était au Golfe. Je confirme, Doué était au Golfe. C'est lui qui a convaincu, comment on appelle ça, tous les généraux que tu vois là. Il y avait Doué. Juste à Mangou et tous. Oui. Mais Mangou, Doué et le général Doboblé, tous sont du PP, du bataillon blindé. Et tous. Voilà. Donc, il y avait Doué, il y avait, comment ça s'appelle, Chao Mao, ancien comté là. Oui, Ghetto Leto. Ghetto Leto. En tout cas, c'était les premiers généraux déjà avec lui qui est parti à la retraite là, qui est maintenant militant du PDCI là. Le général, c'était adjoint à la GL avant là. Il était à la rébellion même, là, dans la rébellion là. Gueux Michel, voilà. Gueux Michel, il y avait Gueux Michel, Doué, Ghetto Leto. En tout cas, ce sont les généraux, les premiers généraux qui ont rejoint le Golfe. Et après, les autres ont suivi. Vraiment, c'est méchant, hein. C'est méchant. Il y a beaucoup de bruit là, c'est où ça va? C'est moi. Tu peux fermer mon micro, c'est moi. Ferme mon micro, s'il te plaît. Vraiment, c'est méchant quand même, hein. Doué Mathias c'était au Golfe. C'est méchant, hein. Ah, c'est méchant. Mais excuse-moi, Bakary, qu'est-ce qui t'étonne? Doué, depuis l'opération Dignité, Doué avait déjà trahi, non? Non, tu l'appelles surpris. Non, mais en fait, c'est pourquoi je suis surpris. Parce que Doué, c'est le beau de Gbagbo. Doué sortait avec la petite soeur de Gbagbo. Là, c'est sa petite soeur, moi, sa grande soeur. Moi, il prenait service
C'est la sœur de Gbagbo. Comment elle s'appelle la même? Oui. Mon commandant, il faut laisser ça là. Il faut laisser ça, s'il te plaît. Il faut laisser ce point là, s'il te plaît. Voilà. On est dans un cadre purement militaire. Ok, reçu mon colonel. Reçu mon colonel. Reçu. Bobby, Il y a un qui demande, et Yao Jules. Yao Jules a vendu la lutte depuis 2004. Depuis 2004. 2003, 2004, Yao Jules, il a déjà vendu. Voilà. 2003. 2003, voilà. 2003, 2004, voilà. 2003. C'est Gbagbo, ils n'aimaient pas voir, c'est l'argent, ils aimaient. C'est l'argent, ils aimaient. Quand tu es assis et puis on te fait un virement de 100 millions, tu vas changer d'idée. Quand tu valides les 100 millions, tu envoies 200 millions. Excusez-moi, j'ai une question pour le colonel. Au colonel, les révélations que vous donnez, c'est troublant. Vous dites que avant le deuxième tour, tous les colonels ont reçu, les officiers supérieurs ont reçu un virement de 100 millions. Dites tous les chefs d'unité, tous les commandants d'unité ont reçu un virement de 100 millions. Oui. Avant le second tour. Mais moi, la question que je veux savoir, la guerre là, c'est l'information. Quel rôle nos services de renseignement jouaient? Ça veut dire que les jeux étaient pipés. Donc déjà, on devait si l'information. Non, mon colonel. Laisse, il répondre à ça. Parce que moi-même, j'étais au service de renseignement. Mon frère, le service de renseignement là, était pipé à 90% par les rebelles. Moi-même, j'ai travaillé au service de renseignement. J'ai travaillé à l'ANSI, Agence nationale de stratégie d'intelligence. C'est nous, on a fait le coup, c'est nous, on a fait le coup d'État. Mon colonel, si moi, tu dis, moi, mon petit Doudou Béni, Jean Sévérin. Mon colonel, c'est que tu te rappelles. Avec à sa tête, Kangui. Merci, mon colonel, c'est que tu te rappelles. C'est moi, à l'époque, en 2025, en 2005, après l'opération Dignité, il y a ma classe, je demandais Valois Kader, un petit Djoula. Moi, il y a mon petit frère qui est au premier bâton d'infanterie d'Akwedo. Moi-même, j'ai été formé au premier bâton d'infanterie d'Akwedo. Avec les éléments d'Akwedo. Mais moi, j'ai été secrétaire à la présidence. Donc, je demandais, voilà, Kader, toujours c'est un militaire d'Akwedo, c'est un jeune Djoula. Tous les jours, il demande après moi, mon petit frère. Et ton grand frère, et ton grand frère. Donc, mon petit frère m'appelle pour dire, mais il y a ton gars, demandez, voilà, Kader, qui demande toujours après toi, ton numéro. Mais je n'ai pas envie de lui donner ton numéro parce que c'est un braqueur, c'est un militaire qui sort pour aller faire les faux trucs. Grand frère, je ne veux pas que tu marches avec lui. Et elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ne lui donne pas mon numéro. Et c'est comme ça, un jour, moi et demandé Valois Kader, on se trouve à Vridi, à la plage. Il était dans une Mercedes coupée, une Mercedes. Et il était avec Christina DJ, celle qui a chanté Match, comment, Drogba aime partout. Il était avec elle. Et là, il me dit qu'il veut me voir. Ils sont morts, c'est mon frère sang. On était formés ensemble à Kwedo à la 9 de la première. Il m'explique que j'ai un projet de coup d'État. Est-ce que moi, je peux me joindre à lui? Sur le champ, je lui dis oui. Et quand je rentre au camp, je rends compte directement à l'officier, au lieutenant. À l'époque, Kangbe, il est le colonel aujourd'hui. Mais à l'époque, il était lieutenant. Je rends compte au lieutenant Kangbe. Donc, le lieutenant Kangbe, à son tour, il rend compte au général de Beaublé. Il dit, bon, ils vont vérifier mes dires. Et un jour comme ça, après une semaine, 2 semaines, je suis des services de jalonnement. Comme le jalonnement, en faisant le cortège présidentiel. Le jalonnement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la sécurisation du cortège présidentiel sur tous les axes de parcours du cortège présidentiel. Et ce jour-là, j'étais avec le major Sepou d'épée à son âme. Et c'est comme ça que je suis là. Et je vois 2 4x4, 2 10 de la présidence qui viennent me chercher à Kogodi vers la RTI. Ils me disent de monter. Il dit, mais moi, ils ne montent pas, ils ne vous connaissent pas. Il dit, non. On avait été chercher sur ordre du général Dogbo Blé Brino. Et c'est comme ça, je monte dans le véhicule. J'arrive au palais présidentiel. Je suis face à face avec le général Dogbo Blé Brino. Il me dit, soldat, comment tu as pu avoir toutes ces informations? Je dis, non, c'est ma promo, ma classe. Je demandais Valois Kader qui veut me rallier à eux, puisqu'on se connaît depuis à Kwedo.
Mais moi, je vous ai rendu compte parce que je me vois pas là-dedans. Il m'a dit, à compter d'aujourd'hui, à compter de ce soir où tu me parles, tu vas plus travailler à la présence. Je te détache, je te donne 4 livres. Même les enquêtes auprès des cadets, jusqu'à ce que tout le groupe soit attrapé. Et c'est comme ça, le général de Wolo Bruno nous donne 4 livres. Moi, avec mon petit Doudou Bédi Jean Sévérin, qui était du contingent 2002, 2 ans, qu'on appelait affectueusement les 1200. Et c'est comme ça, on mène la mission pendant des mois, on ne travaille plus. Nous sommes en civil, on se promène avec Kader. On va dans les rencontres de coups d'État, on se promène, on fait ce qu'il y a à faire. Un jour, il y a eu un braquage. Ils ont tué un officier de la police. La servante de l'officier de police là, elle n'a pas vu le visage du braqueur, mais elle a vu son tatouage. Et mon ami Kader avait le même tatouage que le braqueur qui a tiré sur l'officier de police. Donc la PJ, il cherchait un gars de taille, qui est grand de taille claire, qui a un tatouage sur son bras gauche. Mon ami Kader est grand de taille, il est clair, il a un tatouage sur son bras gauche. Et c'est comme ça, un jour, on se retrouve au camp militaire, moi, Doudou, avec Dumandé Valois Kader. Je rappelle que le jour, il y a eu le braquage où l'officier de la police a été tué chez lui à la maison, Dumandé Valois Kader dormait chez moi à la maison. Donc, je peux témoigner que c'est pas Kader qui a tué l'officier de police. Mais comme la PJ cherchait un gars grand de taille et Kader correspondait à celui que la police cherchait. C'est comme ça, un vendredi soir, moi, j'étais chez la maman de ma fille. Donc, j'ai dit à Doudou, prends mes 2 téléphones. Tu sais que Mimi, là, elle aime fouiller dans mon téléphone. Donc, prends mes 2 téléphones, mets ça sur toi. Et c'est comme ça, Doudou m'appelle, mais il me dit, lui, ça va accompagner Kader à Port-Boué. Oh, à Port-Boué, là, la PJ avait attrapé le cousin de Kader. Donc, ils lui ont demandé d'appeler Kader pour que Kader puisse se rendre à 13 parce que Kader aimait jouer aux cartes. Donc, lui, il a fait quoi à Kader que viens, on va jouer 4. Et c'est comme ça, Doudou Bédi et Kader, ils vont à 13, ils vont, à Port-Boué. Et dès qu'ils arrivent, quelques minutes plus tard, la PJ tombe sur eux. La PJ tombe sur eux, Doudou est arrêté, Kader est arrêté. Kader, lui, l'a arrêté parce qu'on pense que c'est lui qui a tué l'officier. Et Doudou l'a arrêté avec Kader. La PJ pense que Doudou est le complice de Kader. Ils ne savent pas que Doudou Bédi est un élément infiltré de la guerre républicaine qui a pour ordre de poursuivre Kader. Vendredi, on ne voit pas Doudou. Samedi, on ne voit pas Doudou. Dimanche, on ne voit pas Doudou Bédi. Lundi, la PJ envoie une note à la présidence. Que l'élément Doudou Bédi a été arrêté avec un certain Dumandé Valois Kader. Ça remonte sur le chef de corps, le général de Wolo Bruno. Il annonce au major Clark. On envoie des éléments pour aller retirer mon petit Doudou Bédi. En même temps, on retire Doudou Bédi, mais on avait déjà bouclé notre enquête. Le Libanais qui finançait le coup d'État contre Gbagbo s'appelait Ali Omaï. C'est un multiple milliardaire. C'est à l'époque, c'est Kangbe qui allait l'arrêter. Kangbe était officier de la guerre républicaine. Quand il allait arrêter Ali Omaïs, Omaïs lui a proposé des millions sur des millions. Il a refusé. Omaïs lui a dit, si tu ne prends pas, tes patrons vont prendre. Le temps Kangbe a refusé. Il allait rendre compte au général de Wolo Bruno et ils ont pris Ali Omaïs. Ils ont envoyé Ali Omaïs chez un Kessi. Ça fait pitié, les gars. On a bouclé toute l'enquête.
Tout le monde a été, ceux qui devaient être arrêtés ont été arrêtés. J'ai témoigné, j'ai innocenté mon ami Kader. Demandé voilà Kader du meurtre de l'officier. Mais dans le coup d'État, demandé voilà Kader était inculpé. On a arrêté tous ceux qu'il fallait arrêter. Ali Omaïs a été arrêté. Ali Omaïs, il a été arrêté. Le général Double était content de moi. J'entendais, pas qu'il m'a dit dans son entourage que non, on doit te décorer. Bobby, on doit te bravo, on va te décorer. Ils m'ont demandé à ce que je dise combien je dépensais pour faire la mission. Ils allaient me rembourser. La présidence a même donné un chèque. Mais le sauvage qui est en haut de moi en béret rouge, là, le sorcier, Sidibé Samba, il a détourné mon argent. À l'époque, le patron de l'ANC, Agence nationale de stratégie d'intelligence, était le colonel Lorignon. C'est lui qui gérait le service secret de la présidence. Il a fait un message pour que je sois affecté à son unité. Mais le monsieur qui est en haut là, Capitaine Sidibé Samba, il a bloqué mon message. Ça pour vous dire qu'au temps de Gbagbo, la présidence était infiltrée par les gens de Ouattara. Le service secret était infiltré par les gens de Ouattara. Et ça vous comprenez? On était infiltrés de partout. Nous étions infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Les rebelles étaient partout. Moi, on m'a proposé des millions. Si des millions pour faire entrer les rebelles à la présidence, j'ai refusé. Pour faire entrer des rebelles à la présidence, le lieutenant Kangbe, il est témoin. À l'époque, j'ai dit, je pense que Kangbe doit être quel colonel-major, c'est pas moi général. Je suis venu lui rendre compte, c'était mon officier de liaison. Mais je n'ai jamais été récompensé. Même 10 francs, ils ne m'ont pas donné. Même galon, plus 1, ils ne m'ont pas donné. Est-ce que vous comprenez? Même galon plus 1, ils ne m'ont pas donné. Moi, je ne me plains pas. Je gagne bien ma vie. Je gagne bien ma vie. Mais je vais dire, il y a des choses que nous, on a vécues en 2000. On ne veut plus vivre ça en 2025 ou en 2026. Il y a des choses que ceux qui ont déjà le pays avant là, ils doivent changer. Moi, j'ai risqué ma vie. J'ai infiltré la rébellion. Je n'ai jamais été récompensé. Jamais. Mon transport, tout ce qui a fait à mes dépenses, mon chèque a été détourné. Ma décoration a été détournée par le capitaine Sidibé Samba. Il y avait la corruption dans l'armée de Côte d'Ivoire. Donc, mon colonel Gladion, il passe la parole. C'est pathétique ce que nous avons vécu. C'est vraiment beaucoup de choses comme ça que nous avons vécu à la présidence. Et bon, dans le temps, le temps. Non, mais mon colonel, monsieur, est-ce que, mon colonel, est-ce que tu confirmes mes dits? Ah, mais est-ce qu'on n'était pas dans on n'était pas dans le même service? On se connaît. On se connaît. Quand tu as dit l'ANC, quand tu as dit Kangbe, tu vois, ce sont des choses, on ne s'est pas appelé avant pour planifier tout ça. Lui-même, il est là, Kangbe, il est là. Il en sait quelque chose, il sait beaucoup de choses. Donc, vraiment, ce sont des choses comme ça que nous avons vécu. Mais il n'y avait pas ça seulement. Même les primes de mission étaient détournées par Sidibé Samba. Il y avait plein de choses que Sidibé Samba faisait. Mais on ne sait pas si le général Double était envoûté. Mais vraiment, tout ce qu'on disait sur Sidibé Samba, c'est comme... et le pire, les gens partaient lui dire que c'est tel élément qui vient te dire, c'est telle personne qui vient dire ça de toi. Donc, tu vois, on a vécu vraiment des choses qui n'étaient pas bonnes. On a vraiment vécu beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes. Moi, j'ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que nous avons vécu, nous n'allons pas le savoir si Gbagbo était encore au pouvoir.
Si Gbagbo était, c'est vrai, nous avons perdu beaucoup de choses, beaucoup de personnes, malheureusement. Mais si Gbagbo était encore au pouvoir, ces personnes-là, elles allaient, tu vois, c'est comme, tu vois, les insectes qui vivent sous la peau, là, mais tu ne sais pas. C'est quand ils finissent de ronger le tout, et quand on enlève la peau, on voit que tout est pourri. Si Gbagbo était encore là, nous n'allons pas connaître le vrai visage de ces personnes-là. Dieu merci. Mon colonel, il y a un gars qui met, il dit arrête de salir le digne commandant Sidibé Samba. Qu'il monte alors. Donc, faut monter haute. Faut monter haute, s'expliquer. Fais ta demande. Si tu trouves qu'on salit Sidibé, faut monter haute, t'expliquer. Non, qu'il monte et puis il va parler. Il s'appelle comment? Bon, son commandant est parti, hein. Comme il connaît Sidibé Samba que nous, qu'il monte et puis il va nous parler de lui. Moi, ma première mission, je suis allé à Yamsokro avec le capitaine Sidibé Samba. À l'époque, il était lieutenant. On a fait une mission de 10 jours. Normalement, quand on arrive, un jour là, c'est payé à 20 000 francs pour les militaires de la garde républicaine. Quand on sort hors Abidjan, ça veut dire quoi? Si on quitte Abidjan pour aller faire 2 jours à Bassam, l'État de Côte d'Ivoire nous paye 40 000. Parce que nous sommes des militaires de la présidence. Or, ce jour-là, on allait faire 20 jours à Yamsokro. C'était 400 000. Donc, quand on est arrivé, le premier jour, nous en donné 200 000. 200 000. On dit, bon, prenez, mangez. Ça, c'est mais ça sur vous. Mais ça n'empêche que la présidence nous nourrit matin, midi, soir. La nourriture présidentielle, on nous donne. À midi, on nous donne. Le soir, on nous donne. Donc, moi, j'ai connu mon agent. On a fini, on rentre à Abidjan. On arrive au camp. L'adjudant, Clave Vincent. Mon commandant, il faut faire monter un certain Michel. Là. Je crois qu'il a fait sa demande, qui est en train de nous lancer des invectives. Là. Il faut le faire monter. Michel, un certain Michel. Là. Il faut le faire monter, s'il te plaît. Est-ce qu'il a fait sa demande? Ce genre de personnes-là, ils vont jamais monter, hein, je vous assure. Ils sont en bas là-bas, c'est pour juste distraire le monde quand il y a le... Non, il n'a pas fait sa demande. Il va jamais monter, même s'il va faire sa demande, il faut le bloquer. Parce que ça ne sert à rien que, voilà, il nous distrait. Michel, fais ta demande, tu as monté. Michel, fais ta demande, tu as monté. Vous parlez en vain, il va pas monter. Je vous assure que ce genre de personnes-là, c'est les trolls-là qui sont là pour vous distraire, pour distraire les gens qui vous suivent attentivement. Il faut, quand vous faites les lives, là, il faut avoir le nez creux. C'est comme ça qu'ils sont. Ils vont jamais monter. Ils sont en bas. Ils disent des contre-vérités pour faire croire que c'est cher frère, ce que tu dis, c'est vrai. Mais tu sais, au-delà même du panel, ce sont des choses que nous avons vécues et on a vécu ça en direct. Tu sais, c'est pas facile de voir un frère d'âme, un ami avec qui tu as été formé, tu as vécu. Vous avez fait tous les 400 coups et puis la personne là tombe sur des balles assassines. Et puis, il y a des gens qui viennent en bas commenter comme si, voilà, c'était de la plaisanterie. Tu vois, c'est écœurant, c'est énervant. C'est parce que ces gens n'ont pas la culture militaire. Voilà pourquoi ces personnes-là, ça donne à de telles pratiques. C'est pour ça que je vous ai dit que ce sont des trolls. C'est pas qu'ils n'ont pas la culture. Ils ont conscience de tout ce que vous dites là. Ils ont quand même si ils ne sont pas militaires, ils savent ce que c'est que de perdre quelqu'un de cher avec qui on a travaillé, avec qui on a marché. Mais ce qu'ils veulent, c'est vous discréditer, en fait. C'est tout. Ils sont là pour ça. Ils sont nombreux sur les panels comme ça. C'est cet acte-là qui est ignoble. Cette façon de concevoir les choses, cette manière de parler, de penser là, c'est elle qui est malsaine. Et nous autres là, c'est écœurant parce que les gens ne savent pas ce que les gens ont vécu. Ils ne savent pas ce que nous avons vécu. On a vécu ça au fond de nos chairs. On est nombreux qui vous connaissons. C'est pour ça que je suis monté. Je vais te donner un exemple. C'est vrai, je vais te donner un exemple. En 2004, lorsque l'armée française tirait sur les manifestants, sur les ponts là. Quand moi, j'étais à Tréville, à la GR Tréville, j'ai pris un Canter, un véhicule D10 pour aller prendre les blessés sur le pont. Tu te rends compte, il y a des personnes civiles. Il y a une femme, j'ai dit jusqu'à présent, j'ai encore cette image-là, qui a mis ses seins dans ma main parce que l'éclat d'obus a pris ses seins et ça la brûlait. Quand ses seins tombent sur sa poitrine, elle ne peut pas respirer, ça la brûle. Donc, je suis obligé de maintenir sa poitrine avec la main gauche et puis de maintenir par exemple la poitrine avec la main droite et puis conduire avec la main gauche. Tu te rends compte?
Et Ouais. pour aller jusqu'au chute de Trècheville et puis revenir prendre Mais cette scène-là m'a marqué et jusqu'à présent, c'est encore dans ma tête. Et quand on voit des idiots sur ces panels qui viennent et puis qui racontent des choses, des choses qui ne sont pas bonnes, tu vois, c'est quand même écœurant, c'est Oui, blessant. c'est triste, C'est c'est triste. blessant. Moi, rapidement, C'est dommage. je suis monté juste pour répondre à une question du commandant, parce qu'il disait, selon nous, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont trahi? Je vais dire que les causes sont profondes, hein. Si vous ne, la crise de 2010, ce n'est que la résultante d'une crise qui a commencé depuis les années 95. C'est-à-dire, il y a eu un lavage de cerveau sur les populations. La Côte d'Ivoire était divisée en deux. Ça veut dire quoi? Ils ont fait de sorte que les populations du Nord et les populations du Sud soient opposées, qu'il y ait une certaine méfiance entre les gens. Donc, si vous avez remarqué, la plupart des officiers qui ont trahi, les premiers, c'était les officiers nordistes. Mais c'est parce que ce travail-là a commencé depuis avec l'échelle, mais c'est un complot mondial. Vous ne pouvez pas comprendre à quelle échelle c'était monté. Vous croyez que la France va se lever, faire décoller des hélicos, l'ONU ici va faire décoller des hélicos et bombarder une résidence présidentielle? Non, ça ne peut pas se faire. Dans aucun pays, ils ne peuvent faire ça. Mais s'ils l'ont fait, c'est parce que justement, c'est un complot très profond, c'est venu de très loin. C'est quelque chose qui a été préparé depuis les années 90 jusqu'à ce jour et c'était l'aboutissement. J'ai posé la question à quelqu'un de dire, mais pourquoi Gbagbo n'a pas laissé le pouvoir? Je dis, moi, sans parti pris aucun, je dis, bon, il y a des élections, deux personnes disent, moi j'ai gagné, l'autre dit j'ai gagné, on dit, bon, recomptons les voix. Il y a un camp qui s'oppose, c'est lui qui dit qu'il a gagné. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce qui s'est passé? Alors, tous les services étaient infiltrés, tous les services, et de l'armée, et de la police, et des eaux et forêts, mais tous les services étaient infiltrés. Et la corruption n'aidant pas, et le niveau de vie était aussi bas. C'est vrai que Gbagbo essayait d'améliorer les conditions, mais il faut dire qu'un pays coupé en deux, on ne pouvait pas avoir les ressources pour augmenter les salaires, pour mettre les gens à l'aise. Donc, il y a la pauvreté, il y a le niveau de corruption, et puis il y a cette opposition que les gens avaient créée entre les populations du Nord et du Sud, qui faisait que il y avait une certaine méfiance, même dans l'armée. Même dans l'armée, il y avait une certaine méfiance. Un officier du Nord, il avait une manière d'être vu par les autres officiers. Et donc, du coup, quand il a une opportunité d'aller là-bas et qu'il voit que l'autre camp est soutenu par les mondialistes qui sont plus forts, ben, il croit que le combat ici il est perdu. Et quand vous savez le niveau d'infiltration des autres, de traîtrise de tout le monde, souvent vous avez juste envie de dire, vous qui êtes digne là, vous êtes digne pour rien parce que ça sera perdu quand vous voyez le nombre de personnes qui trahissent. Donc c'est pour répondre à la question, c'est pour dire qu'il y a eu beaucoup d'implications au niveau international. Mais attendez, même l'ONU était impliquée dans cette histoire. Quand on vous parle, par exemple, de la certification des élections, l'ONU n'était pas censée venir nous dire, bon, écoute, c'est celui-là qui a gagné. Non, l'ONU vient vérifier est-ce que le processus s'est passé depuis l'identification jusqu'aux élections, est-ce que ça s'est passé correctement. C'est tout ce que l'ONU avait à dire. Il appartenait au Conseil constitutionnel de proclamer des résultats. Mais si l'ONU même a pris sur lui d'aller chercher les gens pour aller proclamer les résultats ailleurs, c'est juste dire à quel niveau international était préparé ce complot. Donc, il faut dire que ces trahisons-là, ça a été préparé. Les gens étaient sûrs de leur coup parce qu'ils savaient combien de personnes ils avaient dans leur camp et ils le disaient sur les chaînes de TCI. Ils le disaient. Donc, faut pas qu'on soit surpris. Voilà un peu ce que j'avais ajouté. Merci pour ton analyse. Merci pour cet éclaircissement. Merci pour tout. Merci. Je vous en prie. C'était tout. Voilà. Bobby, tu es là? Ouais, je suis là. Et il faut, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire monter Michel là? Tomber au pire des cas, le bloquer. Ok, il n'y a pas de souci. Jean, tu as la parole. Où ton micro? Jean, tu as la parole. Bonsoir à tous. Bon, moi je suis un civil, je ne suis pas un militaire, donc bonsoir à tous les deux aussi. Comme vous étiez en train de parler dès le départ, vous avez dit que vous avez été en train de parler de Yopougon qui avait trahi et autres. Morpheus, tu peux fermer ton micro. Excuse-moi, Jean. Morpheus, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Morpheus. Mon micro. Ouais. Voilà, merci. Ouais, allez-y, monsieur Jean. C'est quoi moi j'avais fait ma demande. Puisque moi j'ai grandi à Yopougon, précisément à la GESCO. Lors de la crise en 2011, nous on était à la GESCO. Donc lorsque le commandant Boniface est rentré avec ses éléments par le corridor de GESCO, eux ils étaient appelés, il dit, puisqu'on a vu même des choses qui étaient derrière les bâchers pick-up, ils étaient fatigués.
Il y avait même certains monos qui n'avaient même plus des ringues dans les pieds, c'était des lequets. Eux, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés vers les 16h, 17h par là. Le lendemain, lorsque nous sommes venus au corridor de GESCO, il n'y avait plus de monos au corridor de GESCO. Tous les monos qui étaient au corridor de GESCO, c'était les gendarmes qui étaient. Eux qui sont partis. Ils sont partis d'abord. Donc quand les monos sont partis, après, ce sont les gens qui faisaient les entraînements au camp TP, à la GESCO là. Ce sont eux qui ont pris le corridor de GESCO. Il n'y avait pas de truc quoi. Il n'y avait pas d'armes ni de munitions dans les mains. Eux, ils étaient au corridor de GESCO avec la population. Parce que quand on dit toujours mouvement d'affaires de babos là, c'est GESCO d'abord qui s'est réveillé. Donc ils ont pris d'abord le corridor de GESCO. Ce sont eux qui géraient le corridor de GESCO. Et doucement, doucement, ça a commencé. Doucement, doucement, ça a commencé. Il y a des gens, et ils ont commencé maintenant les affrontements à Pobo 2. Je tenais à signifier que l'agence Orange, qui est à Pobo 2, le vigile gros bras qui était là-bas, là, lui c'était un informateur des rebelles. Voilà, il était musclé, il était devant l'agence Orange de Pobo 2. Lui, gars, c'était lui un infiltré des gens. Là. Les affrontements ont commencé à Pobo 2. Donc, quand les affrontements ont commencé à Pobo 2, on entendait les bruits passer jusqu'au Pobo 2 se coller. Donc, on entendait au fur et à mesure des coups de feu. Donc, il y a des jeunes qui sont quittés de là-bas, qui sont venus, qui ont pris quelques calaches et ils cherchaient des gens pour les aider à maintenir le corridor de GESCO au corridor de GESCO. Donc, ils tiraient. Ils embourraient même le quartier. Nous, mes chauffeurs, nos cœurs pour finir. Le parlement de GESCO, ça y est, au corridor là. Je n'ai pas dit le parlement des choses, hein, de Boulia. Il y avait le parlement même de GESCO même qui se trouvait juste au parking là. Ça tirait. Donc, vers les 17h par là, on a appris que les 3 ou bien les 4 personnes qui détenaient les armes au quartier, les gens les ont liquidés. Ils les ont liquidés juste là où, à la cité Mami Adjoa, là où ils ont cassé le coin maintenant. Ils ont descendu les jeunes là. Les gens de commando invisible, les ont tendus en embuscade. Ils étaient habillés comme des gendarmes, donc ils les ont pris. Ils pensaient que c'était eux. Ils sont partis liquider les jeunes là. Donc ils ont liquidé les jeunes là. Ils étaient 4 comme ça, 4 ou bien 5 personnes dans la liquidé là. Eux, ils ont pris les armes, eux, ils sont partis. Donc c'est gâté. C'est gâté. Tout le monde a fui. Excusez-moi. Oui, allez-y, colonel. Excusez-moi. Je demande à tout le monde, ne vous privez pas d'envoyer les cadeaux. Hein. Nous aussi, nous ne sommes pas interdits aux cadeaux. Voilà. Donc, si vous envoyez des cadeaux, on va bien sûr les réceptionner. Voilà. C'est pour juste rigoler. Allons-y. Merci bien. Donc, c'est gâté. Nous, on est partis. Quand Ouattara est venu à la GESCO, quand Ouattara est rentré à la GESCO, il est venu jusqu'à l'église universelle. L'église universelle de GESCO, ça se trouve où on appelle communément la forêt. Ok, ils sont venus, ils ont fait des tirs de sommation pendant plus de 10 minutes, de telle sorte que les gens ne puissent pas sortir, venir regarder Ouattara. Ils ont tiré. C'était un samedi aux environs de 13h, 14h. Ils ont tiré fort. Nous tous, on a fui, chacun est rentré dans sa maison. Et après, Ouattara, ils sont retournés. Moi, je suis parti au Toit Rouge. Pourquoi je donne ce témoignage? Moi, je suis parti au Toit Rouge. Le jour où ils ont confronté une attaque du camp des BAE pour venir attaquer le corridor de GESCO, moi, j'étais au Toit Rouge. Ils ont formé le cortège. Ils sont sortis de la base comment on appelle ça, la BAE. Eux, ils sont descendus vers la CNPS. Ils sont partis vers les 10h. Mais quand ils sont retournés en file détachée. Ce jour-là, il y a un hélicoptère de l'armée française qui est parti bombarder le camp à BAE. Ils ont tiré l'hélicoptère qui tire là. Ils ont envoyé des missiles, je ne sais pas c'est quoi. Ils ont tiré sur le camp de BAE. Puisqu'ils poursuivaient des personnes. Ils sont allés combattre de l'autre côté. Donc ils sont rentrés jusqu'à ils sont venus bombarder le camp. Oh, le camp, il y a des civils là-bas. Ils ont tiré sur le camp. Là où les civils habitent, hein, je n'ai pas dit là où les trucs sont. Si les immeubles là, ils sont partis, ils ont tiré là-bas. Le lendemain, nous sommes sortis. On dit qu'il n'y a plus à manger puisque c'est une crise. Il n'y a plus à manger. Donc nous sommes partis acheter de la nourriture au corridor de Dabou. Ça, je précise très bien, au corridor de Dabou. Nous sommes allés acheter de la nourriture. Quand nous sommes allés acheter de la nourriture, on dit ils arrivent. Puisque nous sommes des civils, donc nous, on ne craignait rien. Donc nous, on revenait. Au lieu de fuir pour partir vers Dabou, nous, on revenait vers GESCO. Et du coup, au corridor de Dabou, on nous a attrapés. On dit, passez ici, vous tous. Passez ici, vous tous. Donc nous sommes passés puisque nous ne craignons rien. On nous a attrapés. Plusieurs personnes, hein. On valait peut-être 50 à 60 personnes. Là, ils nous ont pris là. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un technicien, un maintenancier. Donc moi, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Donc on était là au corridor de Dabou.
Du coup, voici tous les chefs de guerre qui arrivent. Kone Zakaria. J'ai reconnu Kone Zakaria. Et puis j'ai reconnu Vecho. Voilà, c'est Vecho qui est le gros bras là. Il a reconnu Vecho. Il y avait plusieurs chefs de guerre. Mais voici Kone Zakaria, j'ai reconnu Vecho. Donc lui, Kone Zakaria a appelé l'élément qui nous a attrapés là. Il nous a demandé, mais où vous avez attrapé tout cela? Il parlait en djoula. Et puis l'autre l'a dit au marché là-bas. Il a dit là. Il dit, ah, les enfants, est-ce qu'on vous a frappé? Même ceux qui ont frappé parmi nous, même ils ont dit non. Parce que toi, tu as vu Kone Zakaria, tu n'as pas dit qu'ils m'ont frappé. Hein? Eux, ils ont dit non. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc prenez-les, envoyez-les à la GESCO. Prenez-les, envoyez-les à la GESCO, à la station. On dit, ah, nous on a fait quoi pour nous envoyer à la station. Donc un cargo est venu, militaire, on nous a mis dedans. Ils ont dit aux gens qui nous surveillaient, celui qui bouge ou bien celui qui tente de s'échapper, abattez-le. Maintenant, il a appelé un de ces éléments. Il dit, toi, viens. Tu prends 17 personnes, vous passez à gauche. Tu prends 17 personnes, vous passez à droite. Des gens pour faire un ratissage, pour descendre, pour aller vers Daboula. Celui qui refuse d'avancer, tu la bats. Ça, c'est ordre que Kone Zakaria a donné, ce n'est pas instruction. Il a dit à ces éléments, il n'a qu'à prendre 17 personnes. À gauche, 17 personnes à droite. Celui qui refuse d'avancer, ils n'ont qu'à la battre. Jean, pardon, dans une minute, il faut faire acheter, comme il y a des gens qui attendent là. Non, il n'y a pas de problème, vieux Moro. Il n'y a pas de problème. Au fait, ce que c'est en train de dire, quand je vais arriver. Donc, nous sommes arrivés à la GESCO. On a fait 2 jours à la GESCO, à la station totale. Ils nous ont mis en cabas dans la station là. Je ne sais pas si je peux montrer des photos si ça ne vous gêne pas. Vas-y, vas-y. Voilà, il peut montrer des photos si ça ne vous gêne pas. Si vous me mettez en grand, je pense que ça sera bon. Je clique sur mon profil, enregistrer. Je ne sais même pas comment je peux faire pour... Je ne sais pas comment je peux faire. Enregistrer, oui, enregistrer. Voilà. Si vous me mettez enregistrer, si vous me mettez en grand, ici, ça c'est nous qui sommes arrivés au corridor de GESCO. Ça c'est au corridor de GESCO. C'était la station totale du corridor de GESCO. On nous a mis là. On était en cellule là. Voilà. Parce qu'on dit les prisonniers de la crise post-électorale, prisonniers de la crise post, d'autres pensent que c'est eux seulement. Or, nous sommes beaucoup ici. Je vais activer même ma... Si je peux... Est-ce que je sais comment on active la caméra? Est-ce que je... Donnez-moi juste un instant. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. On est arrivé en prison à Boaké. On nous a pris... Quoi? On est parti en prison à Boaké. On était 491 prisonniers à Boaké. 491 prisonniers à Boaké. À la prison de Boaké, les plus beaucoup, il y avait, comment on appelle les gens, les nationalités là, les Guinéens. Les Guinéens, on les appelle les Bressais. Ce sont eux qui étaient beaucoup en prison. Ici, lui que vous voyez là, lui s'appelle Nizako. Lui s'appelle Nizako. Il est un côté togolais, il est un côté BT. C'est lui qui s'appelle Nizako. Lui, les rebelles ont refusé qu'il sorte de la prison. On ne voit pas. Tu as coupé les images, on ne voit pas. Ah, les images sont coupées. Je ne sais même pas comment je peux faire pour bien enregistrer. Je ne sais même pas comment je peux bien faire. Je cherche encore d'autres photos encore, excusez-moi, parce que c'est un tout petit peu difficile pour moi. Je ne maîtrise pas trop bien TikTok. Mais je pense que je pourrais y arriver. Donnez-moi juste le temps. Voilà, j'ai vu le top. J'ai vu. Ici, on dit minimum. Vraiment. Prends ton temps, ne stresse pas, prends ton temps. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme il me dit, TikTok me fait comprendre que les photos sont très très grandes, donc ça ne peut pas. Donc je vais essayer d'expliquer. Donc on nous a pris, on est arrivé à Boaké en prison. Dans la voiture dans laquelle on nous a mis pour aller à Boaké en prison, il y avait des mineurs dedans, 16 mineurs. 16 mineurs. Qu'ils avaient entre 13 ans et 17 ans. Ils étaient en prison. Donc tous ces mineurs, quand nous sommes arrivés à la prison centrale de Boaké, on a compté le lendemain en prison, on était 491 personnes dedans. Parmi les prisonniers, il y avait papa, enfant, 2 personnes. 2 personnes, c'est-à-dire 2 papas qui étaient là-bas avec les différents enfants. Tous aussi, on les appelait les miliciens aussi. On était en prison. La première personne à sortir de la prison, c'était un Anango. Quand l'Anango est sorti, le premier, après le représentant de RHDP de France, lui aussi, il avait son enfant là-bas. Lui, son enfant s'appelle Stéphane. Son enfant aussi était là. Après le lendemain, lui aussi, il est sorti de prison. Mais pourquoi moi je rends ce témoignage? Parce qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup de choses qui se passent. Les gens sont très ingrats. Moi, je suis truc. Moi, j'étais le délégué des prisonniers. Voilà. Le premier délégué, lui, s'appelle Jean-Baptiste. Il est de la paroisse Agamé Saint-Michel. Il était là-bas avec son enfant. Quand lui, il est parti, c'est moi qui ai pris sa place. Le petit-fils d'Oufoué Boigny,
qui coupe les gazons à la présidence de Yamoussoukro, il était en prison. Celui qui dit je mens, il peut mettre le partager, il peut partager dans toute la Côte d'Ivoire. Les gens de Yamoussoukro, eux peuvent monter pour venir me confondre. Moi, je ne sais même pas que à la présidence de Yamoussoukro là, le chef cuisinier qui est là-bas là, c'est un rouquin. Moi, je ne sais pas. Le mangeur d'hommes là, moi, je ne sais pas qu'il est pasteur. Moi, je ne sais pas qu'il est pasteur. Même les gens de la présidence, les cuisiniers de la présidence, ceux qui coupent gazon là, on les appelle, on les envoie en prison, on dit qu'ils sont les miliciens. Voici certaines informations que d'autres personnes n'ont pas. Quand on parle souvent de la Côte d'Ivoire, eux, moins, c'est les panels. Moi, je ne sais tout. Moi, je ne sais pas ça. En prison, comme je le dis, il y avait le petit-fils d'Oufoye Boigny. Il est gros. Il travaille à la présidence de Yamoussoukro. Il coupait les gazons. Il s'est retrouvé en prison. Ils ont envoyé 2 autres jardiniers. Ils ont envoyé le chef cuisinier de la présidence de Yamoussoukro. Ils ont envoyé le mangeur d'hommes de la présidence de Yamoussoukro. Toutes ces personnes-là, elles étaient en prison avec nous là-bas, dans les 491 personnes. Et ils ont demandé au petit qu'il sorte de la prison. Il a dit non, je ne peux pas sortir de la prison puisque vous connaissez mon rang, vous connaissez mon statut. Mais pourquoi vous m'avez envoyé en prison? Ils ont tout fait. Il a refusé. Ce sont les Italiens et son nom qui sont à la basilique de Yamoussoukro. Ce sont eux qui sont venus demander pardon pour que le petit puisse sortir de prison. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Comme nous sommes venus à 5, nous 5, nous allons sortir de la prison. Et ils ont fait partie de ces 5. Quand nous sommes arrivés en prison, à Boaké, l'heure de la prière a sonné. Puisque vous savez comment ça se passe. Excusez-moi, ce n'est pas de la discrimination. Donc parmi nous, il y avait des petits qui étaient parmi eux, qui étaient aussi des musulmans aussi. Comment ils ne disent pas ça? Ils sont partis prier eux. Donc ils sont partis prier. À la prison, ils ont fait une liste. Mais je vous jure que ça n'a pas fait 2 jours, 3 jours. Tous ceux qui étaient en prison, qui partaient prier à la mosquée là, eux tous on les a fait sortir. On est resté entre nous maintenant, d'autres communautés, comment ça se passe? Les gens qui sont partis en prison à Boaké, le premier groupe qui est arrivé à Yamoussoukro, les gens ont versé l'essence sur eux, disent qu'ils vont les brûler, qu'ils sont les miliciens. Celui-même, ils ont versé le pétrole sur lui avec l'essence, il s'appelle Stéphane, il est à Yopougon, Patier, Diangon. J'essaie d'expliquer ce genre de détails parce que ce sont des situations que nous tous nous avons vécues. Et moi, je peux le confirmer, que moi, je suis une victime de la crise post-électorale. Ils nous ont fait sortir un mois gratuitement en prison. 1 mois gratuitement en prison. Sous la porte pour dire que nous sommes des miliciens. On a arrêté, nous étions des civils. Même tous les mineurs qu'ils ont pris là, les mineurs aussi ont fait 1 mois en prison avant de les libérer. On dit qu'on devait fouiller ou bien vérifier si c'était vraiment des miliciens. Mais un enfant de 13 ans, un enfant de 15 ans, un enfant de 16 ans, il va faire quoi avec une âme? Il va faire quoi avec une âme? Non. Et parmi nous, il y a certaines personnes, ils ont pris comment on appelle ça, du plastique, les bouteilles de Awala, ils ont brûlé le dos de un. Celui qu'ils ont brûlé son dos, lui s'appelle Etuimak. Il est à Yopougon, Portboué 2. Au fait, il y a des gens qui sont en bas qui disent qu'ils racontent des années. Vous savez, quand ils parlent, je donne des noms, je parle des détails et très précis. Voilà, lui, ils ont brûlé son dos. Lui, c'est la Croix-Rouge qui l'a fait sortir. Les mineurs, c'est la Croix-Rouge avec une ONG aussi qui les a fait sortir. Maintenant, par contre, pour les autres, chacun s'est débrouillé. Son parent est venu le chercher, son parent est venu le chercher et autres. Et comme on dit, pour le petit-fils d'Oufo Boigny, avec les gens de la présidence, eux, ce sont les prêtres italiens, avec les prêtres de Yamoussoukro de la basilique qui les ont fait sortir. Mais pour les autres, il y a d'autres personnes qui les ont fait sortir. Chacun est parti de soi-même, au fur et à mesure. Mais les Guinéens, la plus forte communauté en prison à Boaké, c'était la communauté Bressais. Les Bressais sont beaucoup à Gesco. Il y a un quartier qu'on appelle Diaple, en face de la manutention africaine là. C'est là, les Bressais là sont. Eux tous, on les attrape, on les envoie en prison. Après eux d'autres communautés. Donc c'était ce genre de témoignage là que moi je voulais rendre pour dire que non, qu'il n'y avait pas de personnes. Allô? Il y a quelqu'un? Il n'y avait pas de. Donc voilà ça. Non, concernant la nourriture, oui, c'est l'église catholique qui nous envoyait à manger. C'est l'église catholique qui nous envoyait à manger, puisqu'en prison, la nourriture qu'on préparait, ce n'était même pas tout. Et pour ceux qui disent qu'on raconte des années, celui qui cuisinait pour nous en prison à Boaké, il s'appelle Rougeau. Rougeau. C'est Rougeau qui préparait pour nous en prison avec sa femme. Voilà. Donc c'était ce genre de petits détails là que moi je voulais donner sur la crise post-électorale ivoirienne. Sinon à part ça, j'ai pas grand chose à dire. Pour dire que Ouattara et consorts ont pris 491 personnes innocentes pour les envoyer en prison, qui ont fait un mois en prison gratuitement, sans rien. Donc à part ça, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. S'il y a une question
Quand on peut me poser concernant quoi que ce soit, je suis disponible, je peux répondre. Au cas où je peux laisser tomber pour descendre. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Il faut descendre, on va te faire signe. Reste à l'écoute. Voilà, je fais monter d'autres personnes. Reste à l'écoute, et puis on va faire monter d'autres personnes. On va faire monter d'autres personnes. Donc, voilà un peu ce que le frère a dit. Il y a Soum Keita qui veut monter. Soum Keita, bonsoir, comment tu vas? Soum Keita, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir, frère. Comment tu vas, Soum Keita? Les nouvelles du soir. Et d'abord, c'est un bonsoir. D'abord, je vous ai écouté un peu en bas là. D'accord? Voilà, comme ouais, moi j'ai participé un peu dans le mouvement depuis 2002. Voilà, donc j'ai écouté un peu le frère en bas là qui était intervenu. Bon, la partie qui m'a pas trop pris la tête où il a dit que Ouattara et puis ses gars ont pris des innocents pour les avoir en prison là. Voilà, je vais intervenir là-bas un peu pour te dire que c'est une guerre. Voilà, une guerre, quand on voit n'importe qui est bizarre, tu les attrapes d'abord pour les enfermer, d'abord pour voir c'est lui ou c'est pas lui. Voilà, c'est une guerre parce que quand nos gars sont arrivés à Abidjan, on connaissait pas tout le monde. Voilà, qui est qui, on connaissait pas tout le monde. Donc, si Zakaria a vu un troupe d'hommes classiques, et il a dit que prenez le président jusqu'au de là-bas, ils sont pas dans Boaké, ouais, je pense que c'est pas mal. Voilà, c'est de savoir qui est qui. Voilà, moi je sais que ça cause de ça, Zakaria les envoie à Boaké. Bon, on ne les a pas tués, rien, mais au moins on les a pris pour aller les garder pour voir qui est qui. Ouais, Dieu merci, on les a libérés. Soum. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Si je suis d'accord avec toi, c'est normal, hein. On est en guerre, quand tu vois des jeunes, si on ne les a pas tués, c'est bon, on les a libérés à la fin. Merci. C'est normal. Parce que moi, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est ça. Voilà. Moi, j'étais d'abord, je me prends d'abord, je m'appelle Soum Keita, je suis de Séguéla. Voilà. J'étais l'élément sûr même de le général Gueux. Gueux Michel. Voilà. Ouais, Gueux Michel. Donc, tu es rebelle alors? Ah, non. Non, j'étais un militaire, j'étais pas un rebelle, j'étais un militaire. Non, mais c'était militaire de quel pays? C'était militaire de quel pays? Ouais, depuis 2002. Mais 2002, là, tu étais dans quel corps? Tu étais dans quel corps? À Credo? Non, j'étais pas dans le corps, j'étais un civil. Ah, mais comme tu dis que tu étais militaire, tu dis que tu étais militaire, ou bien? Oui, j'étais volontaire, et puis je me suis rallié. Et non, puis, attends, bon, on a fait le combat. Attends. Tu étais dans la rébellion en 2002, c'est ça, non? C'est ça. Il faut pas dire quand tu dis... Non, attends. Non, en fait, quand tu dis rebelle, c'est un peu fort. Aïe. Mais c'est un peu fort comment? Tu étais rebelle? En 2002, tu étais rebelle? Non. Bon, ok, on passe ça comme ça. Ok, bon, comment on a compris? Tu étais rebelle? Maintenant, tu es loyaliste ou bien? Non, je suis plus loyaliste, je suis civil, je suis là, et puis j'ai jamais d'affaires. Ah, tu as laissé? Oui, j'ai laissé, je suis à Séguéla actuellement, je suis là. Mais pourquoi tu as laissé? Ouattara t'a pas donné matricule aussi ou bien? Non, c'est pas Ouattara m'a pas donné matricule, c'est pas tout le monde qui a accepté l'armée, hein. On nous a proposé, moi j'étais le général Gueux, j'ai fait un moment élu, et après, il m'a donné à commandant Gaspard. Je sais pas si tu connaissais un chef dans l'armée qui s'appelle Déli Gaspard, il était commandant. Ouais. Ah, Déli Gaspard était vous là-bas aussi? Oui, j'étais avec Déli Gaspard. Nous et puis Déli Gaspard, on a fait l'attaque des mains ensemble. D'accord. Voilà. Ouais, on a fait l'attaque des mains ensemble. Bon, voilà. Comment tu vas? Oui, allô? Oui, Soum Keita, comment tu vas? Je vais très bien. C'est le pape. Alors, pour ta gouverne, je suis le pape. Peut-être tu peux ne pas te rappeler, mais c'est comme ça qu'on m'appelait. Le pape. Tu te rappelles bien de l'Éternel? Le pape. D'accord. Oui, le pape, oui. Voilà. Oui. Alors, je me rappelle bien le pape. Commandant. Oui. J'essaie de lui rappeler parce que, mine de rien, même quand on n'était pas dedans, on était dedans. D'accord. Voilà. Alors, Keita, c'était un des éléments de mon élément. C'est un élément pimpant. D'accord.
Voilà, donc je veux qu'on l'écoute pour entendre ce qu'il va nous dire aussi, sur tout ce qui Ok. s'est passé. Ok, ça marche. Keita, tu as la parole. Hein? Non, en fait, bon, moi, je n'aime pas trop dans les détails de ce qui s'est passé au nord jusqu'à au sud, mais la partie seulement où je voulais intervenir, où la dernière personne qui a parlé tout à l'heure, où il a dit que Ouattara et puis ces gens ont pris les gens, voilà, c'est ça vraiment qui m'a marqué un peu. Pour lui Mais dire Keita, que si... Keita, Ouais, je viens. Keita, on dit qu'il a arrivé à la même médicament. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Mais même si tu veux, moi, je te donner déjà ça. Mais moi, je ne comprends pas. Vous avez un médicament, pourquoi quand on tire là, vous mourrez? Pourquoi Ouais, mais... on tire là, ça? Non. Ouais, mais ce que tu dis là, on a vu des gens qui ont les voitures blindées, mais les voitures blindées ont été bombardées. Ouais, c'est vrai. Keita, là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Là, Voilà. c'est vrai. Donc c'est même chose comme ça, c'est que d'autres ont médicaments, d'autres tombent pas. Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Là, tu m'as convaincu. Voilà, mon commandant. Donc, actuellement, là, D'accord. actuellement, tu as laissé, tu n'es plus Roméo, tu fais ta vie maintenant, tu es marié, tu as ta femme, tu as tes enfants. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Voilà, je suis là sans problème. Je suis avec mes enfants, je suis avec mes 2 femmes. Bon, ça va. En tout cas, ils sont en contact avec. Keita, tu as 2 femmes. Oui. Est-ce que J'ai 2 femmes, je suis marié. Tu as 2 femmes, Keita. J'ai 2 femmes, j'ai 11 enfants. À Fatoya Djenemba. Et Keita, qu'est-ce que tu penses de Sorogum? Oh, bon. Comme... bon, ça là, ce débat là, c'est un peu. Non, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu penses de Sorogum. Qu'est-ce que tu penses de Sorogum? C'est pas un débat en fait, Keita. Ouais, comme ça, je comprends pas. Tu penses de lui comment? Aujourd'hui, il est en exil, là. Comment tu vois sa situation? Oui, bon, sa situation, moi, en tout cas, tout ce que je veux, il n'a qu'à s'attendre à le papa Ado. Voilà, pour tout ce que là, qui a tué, ça n'a qu'à finir. Et puis, bon, il rentre au pays. Voilà, moi, c'est mon souhait, hein, c'est mon souhait qu'elle a parce que, bon, vraiment, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le mouvement, hein. J'étais avec lui, sans problème, même au moment où il était ministre de communication, j'étais avec lui. J'étais au golf. Mais, d'accord, mais toi, tu dis que tu étais l'élément pimpant là, de Guy Michel, c'est ça, non? Oui. Est-ce que tu disais que le pape là, c'est le fils du colonel Dagoulou là? Est-ce que tu disais ça? Ah, tu as vu? Tu as vu ça? Dagoulou là était à Korogo, non, je crois? Très bien. Et son adjoint était Guy Michel. Qui était. Hein? Et c'est son adjoint était Guy Michel. Voilà. Et, donc, oui. C'est son fils que tu parles. Est-ce que tu disais? Tu as vu ça? Bon, là, vraiment, il ne sait pas. D'accord. là, il ne sait pas. Mon colonel. Voilà. Alors, mon colonel, Dagoulou. Bon, il peut-être qu'il n'est pas là, il s'est déconnecté. Sinon, lui qui est en bas là, c'est le fils du colonel Dagoulou là. Son père a été trahi par ton patron Guy Michel. D'accord. Tu comprends? Et son père a été déjà avec 32 coups de fusil dans son dos. D'accord. Et tu vois. Il y a eu plein de morts dans cette crise. Quand tu dis trahi comment? Parce qu'il faut expliquer un peu trahi comment. Mais son père était à Abidjan lorsque Guy Michel a appelé pour qu'il rentre à Poitiers en fait. Il rentre à Korogo. Ou à Poitiers. Son père était à Poitiers. Quand il est rentré, ils sont venus l'attraper à 3h du matin. Il a été déjà. Tu vois. Bon, moi je ne sais pas. Bon, moi je ne sais pas là où il y a eu la trahison du Guy. Ah bon? C'est comme si toi tu es le patron, moi son adjoint. Je ne vois pas. Bon, attends, je t'explique terre à terre. Je sais que tu es intelligent. Toi, tu es le patron, moi, c'est ton adjoint, moi, je rejoins la rébellion. Oui. Il était trahi ou moi, il n'était pas trahi? Oui. Oui, mais attends, je ne comprends pas. Au fait, tu dis encore, on va terre à terre. Si tu dis que je me suis rallié à la rébellion, bon, toi, tu ne sais pas comment lui s'est rallié à la rébellion? Mais est-ce qu'un militaire, c'est son rôle de se rallier à la rébellion? Non,
quand il dit un militaire, au fait, attends, au fait, on peut dire c'est la guerre au fait, c'est une revendication des mêmes corps en Côte d'Ivoire. Tous les gars qui ont commencé cette affaire, le général Guy les connaissait tous. Après avoir fait l'attaque en Côte d'Ivoire, il les a reconnus tous. Bon, j'ai pas un exemple. Même toi-même, à toi qui parle, mon commandant, tu m'excuses de thème, hein, si tu étais dans une zone assiégée ici, que tu as été pris par les rebelles. Et tu es gardé dans les mêmes temps avec eux. Ils t'ont pas déjà. Bon, ils t'ont gardé et puis ils t'expliquent le problème, pourquoi ils sont là. Et puis ils te disent qu'il faut te rallier à nous pour nous aider. Bon, toi, tu sais pas, tu sais pas comment ça va passer après. Est-ce que tu n'as pas essayé de te rallier? Ouais, non, mais le colonel Daouloua, c'est pas rallié. Le colonel Daouloua, ils ont demandé de se rallier. Non, je te donne aussi un exemple du colonel Daouloua qui a été arrêté à 3h du matin. Ils ont juste eu de 3 h à 15h. Lui, c'est pas rallié. Ils l'ont déjà. Hein. C'est pas tout le monde qui s'est rallié. Oui, mais c'est que. Juste, bon, en fait, tu reviens à moi. Bon, toi, bon, je prends exemple que toi, tu veux pas qu'on te dise. Tu te rallies ou bien tu te rallies pas? Si il n'est pas comme déjà, il m'est rallié. Hein? Il m'est rallié, effectivement. Voilà. Donc, juste, moi, je prends exemple comme ça. Moi, comme ça, là. Moi, je suis un civil, j'étais là. Je me rappelle bien quand Zakaria a pris ce gars-là. Mais on était là, on faisait rien, il n'y a pas d'activité. Bon, ils avaient besoin des gens pour les aider aussi. C'est-à-dire qu'il y a ils avaient besoin de volontaires pour les aider. Bon, et ils nous expliquaient la cause, pourquoi ils sont venus. Bon, on a compris, on a vu que bon, c'est pas un truc de mauvais. Bon, on est rentré dedans. On est avec eux. On a vécu avec eux. Voilà, bon, on a vu des têtes dedans qu'on connaît depuis avant. On a vu des têtes dedans qu'on connaissait, mais on ne sait pas où ils étaient. Mais on s'est vu dedans. Bon, toi, tu es là comme ça. Bon, toi, tu es un militaire. Bon, je prends comme ça. Un militaire, on t'a pris sur ligne de front. Et puis, on te dit, bon, rallie-toi à nous. On te les détails. Mais si toi, tu te bats déjà, oh, putain, tu as des enfants, tu as la famille qui est là. Il est descendu. Voilà, Général Gué aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'est rallié aujourd'hui, mais il est là, il vit. Jusqu'à il a été chef d'état-major particulier du président. Il peut me poser une question. Oui. Général Guy Michel, il vit, non? Il vit bien, très bien. Mais est-ce que la rébellion déjà là, c'est comment? Mais, ah bon, en fait, c'est que la rébellion, ça c'est les effets de la guerre. Hein. Il faut qu'on accepte ça. Ça, c'est les effets de la guerre. Ça, c'est obligatoire. Il y a des gens qui sont tombés. Mais c'est un maître, c'est des maîtres, non? C'est des maîtres, non? Parce que prendre déjà les gens là, c'est un maître, tout, c'est pas un maître. Non, déjà les gens, comment? Quand il dit les gens, sur ligne de front, ou bien quoi, il sait pas. Non, c'est pas tout le monde qui était déjà sur ligne de front. Le colonel Dagoudou, là, comme ça, il était déjà chez lui à la maison. Oui. Ça, c'est un maître. Ça, c'est un maître. Bon, non. Mais, je prends un exemple comme ça. Qu'on appelle Guéhi a été déjà comment? Il a été pris pour le déjà aussi? Non, attends. Moi, je connais. Non, je te dis que moi, je connais des frères militaires qui étaient à Abidjan, qui étaient déjà comme ça aussi. Que je le connais très bien, qu'on se sont assurés que non, ils sont en complicité avec la rébellion d'ici. Moi, je te dis ça aussi. J'ai les frères dedans, j'ai les amis qui étaient dedans. D'accord, j'ai compris. Voilà. Donc, ça, c'est les effets. Voilà, ça, c'est les effets de la guerre. Ça, il faut qu'on accepte ça. Ça, c'est les effets de la guerre. C'est obligatoire. Ça va se passer. D'autres peuvent s'épargner, d'autres sont là. Voilà. Ama, c'est la même chose. À Boaké, c'est la même chose. À Abidjan, c'est la même chose. Tu vois, quand on est rentré à Abidjan, on ne sait pas qui est qui. Les Bressés, là, les petits animaux, là. Baba avait recruté beaucoup qu'on connaissait. Les animaux, là, on connaissait les animaux. D'autres étaient nous ici. On connaissait bien. Donc, quand le jeune a parlé net, il a dit que non, Zakaria a pris des éléments, il a pris des innocents. Ce n'est pas des innocents, il faut prendre d'abord pour vérifier. Même ici, même à Séguéla ici, quand Zakaria a pris Séguéla là, il a pris plein de personnes, mais après on a trouvé que deux sont pas du corps, deux sont du corps, deux sont pas du corps. Il a libéré plein même. Il a négocié avec d'autres même noms de ses ralliés, deux sont ralliés, deux ont refait de ses ralliés, il les a laissés partir. Voilà. Ça comme c'est les effets de la guerre, ça c'est obligatoire. Voilà. Moi je ne défends pas, mais j'explique au fait ce qui est là. Voilà. Et par fini, c'est de dire que ce genre de truc vraiment, prions Dieu qu'il ne faut plus que ça se produise en Côte d'Ivoire. Sincèrement, parce que
Djali qui a été fait, je suis témoin de ça. De Ma même, c'était le plus pire parce que j'étais à Ma. Tous les 2 attaques de Ma, j'étais là. Tous les 2 attaques. Première attaque où on lui a repoussé de Ma, deuxième attaque, j'étais là. Tous les 2 attaques, j'étais là. Voilà. Donc Djali qui était là, c'était trop. La population a trop perdu. Voilà. D'accord, Et il n'y a pas de souci. il y a beaucoup. Voilà, et il y a beaucoup de militaires aussi qui sont tombés. Donc, on ne souhaite pas encore que ce genre de truc est reproduit en Côte d'Ivoire. Voilà, moi je pense que le but d'un panel date comme ça, quoi. C'est-à-dire, Attends, donc, si je comprends bien, quand vous êtes arrivé au pouvoir, on ne doit plus faire rébellion, c'est ça? Non, au fait, quand tu dis que si vous êtes arrivé Non, au pouvoir... parce que dans ta logique, quand tu parles, tu dis ce genre de truc de ne plus arriver au pouvoir. Mais quand, quand Laurent Gbagbo, attends, s'il te plaît, attends. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, vous avez fait la rébellion, n'est-ce pas? Oui. Et vous justifiez votre rébellion parce que vous étiez stigmatisé, vous étiez marginalisé, on vous empêchait de porter les boubous, on vous empêchait d'aller prier dans les mosquées. C'est ce que vous dites? Ok. Non. Ouattara, attends, mon frère, attends. Ouattara dit... Ouattara dit on l'empêchait d'être candidat, c'est pourquoi ils ont pris... C'est ils ont dit que Ouattara, on l'empêchait d'être candidat, c'est pourquoi ils ont pris les armes. Maintenant, quand tu parles... C'est ce que Ouattara a dit? Non, chez Ousmane. Chez Ousmane a dit ça? Oui, il y a la vidéo. Si tu veux, tu m'écris en inbox, je t'envoie mon numéro, je t'envoie la vidéo. Il dit chez où on dit il a pris les armes pour que tout le monde soit candidat. Ouattara dit que, il a dit non parce qu'on l'empêche d'être candidat. Aujourd'hui, quand tu parles, dis non, la Côte d'Ivoire a tout souffert, ça n'a plus se reproduire. Mais, sous Gbagbo, là, vous avez pris les armes contre la République. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, tu dis non, ça n'a plus se reproduire, la population a trop souffert. Est-ce que tu comprends? Mais si tu estimes que la population a trop souffert, mon frère, est-ce que c'est pas mieux d'aller aux élections juste et transparent? Laisser tout le monde être candidat, c'est pas juste. Bon, mon commandant. Oui, allez-y, je vous écoute parler. Moi, voilà, ce que tu viens de me dire, moi, en tout cas, je n'entre pas trop au profondeur de tout ce que tu dis là. Moi, ce qu'il sait, j'ai pris Dieu qu'il ne faut plus que les hommes parlent en Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, pour ne plus que les hommes parlent en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est pas juste d'aller dans une élection juste et transparente où tout le monde est candidat? Ça c'est nos devanciers, les politiciens qui savent comment il faut régler ce problème entre eux. Nous qui prenons les armes là, mais réfléchissons un peu pour la population, hein. Non, mais si vous n'avez pas réfléchi, en 2002, pourquoi c'est maintenant qu'on va réfléchir? Soum. Oui. Je vais te faire comprendre une chose. Oui. En Côte d'Ivoire, là, tout est lié. Oui. Que ce soit la politique et l'armée. Tu comprends? Si tu laisses le politique décider pendant que toi-même tu es en train de voir ce qui se passe en tant que militaire, là, tu fais quoi? Tu peux pas dire non, on n'a qu'à laisser nos devanciers, les politiques, ils vont décider. Non, c'est du gros n'importe quoi. Pendant que le politique est en train de décider là, toi qui es dans l'armée là, quand les ABI là se sont levés en 2000 pour venir défendre le pouvoir de Gbagbo là, ils allaient se taire, ils pouvaient bien se taire pour laisser les politiques décider. Mais ils n'ont pas fait ça. Quand tu vois que ta population est en train de souffrir et que toi on t'a embauché, on t'a engagé en tant que militaire, ton rôle c'est de défendre les institutions de la République. Et quand le peuple fait partie des institutions de la République, toi tu fais quoi? Tu vas attendre que les politiques décident? Il faut arrêter de nous raconter du n'importe quoi. Il faut arrêter de nous raconter du n'importe quoi. Quand tu es militaire, tu ne peux pas t'asseoir, ils vont bâillonner un civil. Ça ne se fait pas. Ton rôle, c'est de défendre les institutions de la République. Et comme le peuple et la population font partie des institutions de la République, tu défends le peuple. Là, on dit, nous sommes à la veille des élections. Comme Bobby l'a dit là, à la veille des élections, vous retirez un certain nombre de personnes pour vos engagements politiques. Toi, tu es militaire, tu fais quoi? Tu dis quoi? Tu vas te taire pour que la chienlit arrive? Non, il faut être réaliste. Hein? Soyez réaliste. Donc Bobby, c'est de ça que je voulais lui dire. Non, mais il a compris. En fait, c'est les gens qui veulent faire du lavage de cerveau. Oh, ils ne savent pas qu'on est plus intelligent qu'eux. Donc moi, simplement... On ne fait pas ça à tout le monde. Hein? Voilà. Moi, simplement, j'avais 3 invités qui devaient monter aujourd'hui, mais malheureusement, c'est qui est en train de rire là? C'est qui ça là? Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, je vais présenter toutes mes excuses au panel. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas montés. Il y a un qui est monté, mais il y a 2 qui ne sont pas montés.
Voilà, ils m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils auraient des empêchements, qu'ils seront certainement là le samedi prochain. Donc, veuillez excuser ces officiers supérieurs là, mais je pense ils seront là le samedi prochain. Voilà. Ils seront là le samedi prochain. Je vais dire aux gens qui écrivent sur mon panel qui vont se venger, moi, je ne m'inscris pas dans une vengeance. Je ne prendrai pas les armes pour venger qui que ce soit. Dans ma formation militaire, ils n'ont jamais écrit vengeance. Ils ont écrit respect des institutions républicaines. Ils ont écrit défendre la patrie. Donc, si la patrie est engagée dans un combat quelconque, moi, je m'engage. Parce que je tiens à vous dire, je m'engage. Et si le combat que nous sommes en train de mener, c'est le combat de la libération de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Nous, on prendra les armes. Si Laurent Gbagbo n'est pas candidat, on prendra les armes. Vous dites, moi, il ne peut pas prendre les armes pour aller venger quelqu'un. Hein. Il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Si chacun prend les armes pour aller venger là, on ne va pas quitter ici. Hein. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Donc je tenais à vous dire que le live se poursuit demain. Je serai en live. Demain, j'ai un colonel de la gendarmerie qui veut parler. Voilà, un colonel proche d'ABI. Il sera en live, c'est mon invité spécial. Demain, à la même heure, 18h, il sera en live. Donc, tenez-vous prêts. Le live se poursuit demain. Mon colonel, Dagourou, si tu as quelque chose à ajouter avant que je clôture le live. Allô? Grand chose à dire, à part vous dire beaucoup de courage et puis merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. C'est ta nation, c'est ta patrie, c'est ta terre d'espérance. Et pour ça, je te tire le chapeau. Tu sais rendre hommage à des personnes. Et comme je te le disais la dernière fois en interne, c'est un live qui est suivi pas par la quantité, mais c'est suivi par la qualité. Parce que sur ce live, nous avons des officiers très très supérieurs, des généraux, des colons qui suivent ce live-là. Et pour ça, je tenais à te tirer le chapeau. Bravo à toi. Et on est ensemble. Moi, toute fois que tu vas faire ton live, tu vas me voir, je vais monter dessus. Que Dieu te bénisse encore. Ok, merci patron. Vraiment, longue vie à toi, santé de fer. Je tenais à dire que demain, je serai en live. J'ai un colonel de la gendarmerie qui m'a demandé. Il a dit, je parle de live le dimanche. Il m'a dit que lui, c'est le dimanche dans le temps. Donc, soyez scotchés demain à partir de 18h. Il n'a pas pu monter aujourd'hui, certainement. Mais demain, il sera là. Je vous fais cette promesse-là. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse. Je me suis présent dans Babo, paix sur la nation. Nous allons même faire au live, comme toute bonne chose. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je vais bénir à tous ceux qui, je vais dire merci à ceux qui partagent mes vidéos. Tous mes abonnés, Dieu vous bénisse. Paix sur la nation, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Soyez bénis. On a demain. Portez-vous bien. Soyez bénis. On a demain. Portez-vous bien.